Est-ce que, pour en revenir un peu à ce que vous disiez, comment ça déteint sur vous, est-ce que vous avez changé votre façon d'écrire depuis votre arrivée ici? Et est-ce que vous avez aussi envie de parler de, 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 finalement, comment vous mélangez le Canada et l'Africain ensemble? Comment vous arrivez à le faire transcender dans vos œuvres, en fait? Ouais, en fait, est-ce que j'ai changé? Vous l'évitez carrément, là, parce que peut-être que vous avez envie de l'éviter aussi, là. Non, 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 j'ai pas de souci par rapport à ça. Comment est-ce que ça influence mon écriture? Déjà, le fait que, dans mon cas précis, et vous le savez, nous vivons dans un environnement qui est dominé par l'anglais. Donc, évidemment, de temps en temps, des anglicismes se glissent dans mon écriture sans que je m'en rende même compte. Souvent, même des tournures de phrases, même quand je parle là, des tournures de phrases qui sont tout simplement la traduction de l'anglais vers le français apparaissent également sans que je m'en rende compte. C'est peut-être quand quelqu'un d'autre va me relire qui va me dire, écoute, ça c'est de l'anglais traduit. Ça devrait être le contraire, mais juste à cause de l'habitude, enfin, avec la force des choses, ça arrive. Donc, cela déteint. Il y a aussi ce que je dirais les faux amis. Ça, c'est sur le plan purement technique. Donc, les faux amis dans son écriture, ça apparaît. Au lieu de dire, par exemple, voilà, j'ai soumis un dossier quelque part, on va dire, j'ai appliqué, qui ne veut pas dire la même chose en français. Donc, souvent, ça se glisse dans nos écrits. Pour qui vous écrivez? Bon, pour qui j'écris? En fait, en général, mes premiers écrits, je n'identifie pas un public cible dès le départ. J'écris parce que j'ai envie de m'exprimer. Donc, si j'avais écrit pour que ça reste dans ma chambre, je l'aurais fait de toutes les façons. Quand je commençais à écrire dès le début, mes poèmes, personne ne les a jamais lus. Je les écrivais parce que j'avais envie d'écrire, parce que ça devait sortir. Mon premier roman, quand même, je l'ai écrit parce que, comme je l'ai dit, je voulais donner ma version des faits, parce que lorsque je suis arrivé en Europe, les médias dépeignaient l'Afrique pas forcément comme je la connais. Et alors, je me suis dit, au lieu de me plaindre, qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à cela? Mais j'ai un ami qui est journaliste, qui défendait justement son métier, me disait, non, écoute, nous, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, on parle des trains qui arrivent à la gare en retard. Si tu veux parler d'un train qui arrive à la gare à l'heure, tu le fais toi-même. N'étant pas écrivain, étant géologue, je me suis dit, OK, je vais me lancer. Et je me suis lancé avec l'aide de mon éditeur, de ma maison d'édition. On a réajusté certaines maladresses qui venaient du fait que j'étais pas forcément écrivain. Et puis voilà, mon premier roman est paru. Je reviens à ma question. Qui vous lit, ici ou là-bas? Qui a envie vraiment de vous suivre dans vos aventures? Oh, en fait, beaucoup de gens ont lu mes livres. J'ai dû intervenir, par exemple, auprès des universités. Il y a certains enseignants qui m'ont invité parce que leurs élèves ont adoré mes livres. Et les universités, je suis allé à l'Université de l'Alberta. Mon livre a été enseigné aussi à l'Université du Manitoba. Les élèves, les étudiants de ces universités m'ont contacté. Ils venaient d'horizons divers, de l'Inde, du Canada, d'Afrique, qui me disaient, il y a une étudiante qui m'a raconté une histoire qui m'a beaucoup marqué parce que ses parents venaient de l'Inde. Et sa maman ne parle pas français. Donc, l'étudiante lisait l'histoire à sa mère. Et sa mère lui dit qu'elle se retrouve dans l'histoire, qu'elle se reconnaît dans l'histoire. Donc, ça, c'est l'histoire de mon deuxième roman, donc celle du plancher sous des hauts. Donc, et moi, ça m'a marqué parce que de voir l'universalité, en somme, de la nature de l'histoire qui est racontée, parce qu'elle ne se limite pas qu'aux Africains, qu'aux Camerounais, tous ceux qui ont peut-être connu un mouvement migratoire, qui sont arrivés dans un environnement nouveau, ont peut-être connu les mêmes circonstances qui ont mené à leur établissement, voire à leur intégration. Je rappelle que vous pouvez toujours poser des questions et au moment où je dis ça, il y a justement des questions qui apparaissent. Tiens, en tant que francophone, je vous lis une des questions. En tant que francophone, je trouve que lire des ouvrages anglophones traduits ou non offre une autre perspective. Connaissez-vous des ouvrages initialement écrits dans une langue africaine, traduits vers l'anglais ou le français? Bon, écrits dans une langue africaine, traduits, j'en connais très peu qui sont de nature, comment dire ça, créatives. J'en connais assez qui sont de nature instructive. Il y a des manuels en romala, par exemple, qui est une langue camerounaise. Voilà, le titre même du roman, de l'œuvre, c'est Romala, qui en fait, qui est un matériel didactique, mais qui s'inspire en fait de la tradition africaine, qui raconte de petites histoires pour ceux qui veulent apprendre le romala, qui veulent apprendre voilà, une langue camerounaise, et qui a de petites traductions
au fur et à mesure de l'histoire et qui explique un peu les mécanismes de la langue. Bon, c'est pas une œuvre de fiction nécessairement, bien que il y ait des petites histoires fictives, mais qui sont à but didactique. Voilà, donc c'est ce qui me vient à l'esprit comme ça. Il y a d'autres matériels en langue qui ne sont pas nécessairement traduits, mais il y a d'autres. Enfin, la Bible, par exemple, a été traduite dans plusieurs langues africaines, mais c'est pas de ça qu'on parle. Donc voilà, ceux que je connais n'ont pas forcément été traduits. Donc. Nicolas Tirard, donc, qui vous posait cette question-là. Et moi, parce que je me suis intéressée à cette question-là, il y a une ancienne collègue qui travaillait au PIA qui s'appelle Oumou, qui a créé un Instagram, ça s'appelle By Oumou, et qui fait toutes sortes de recommandations de lecture noire avec le grand N, donc pas seulement africaine, mais vraiment au sens plus large de la chose. Et il y a vraiment des recommandations formidables qu'elle fait, Oumou, sur sur sa plateforme Instagram et Facebook. Donc, ça s'appelle By Oumou et il y a une foule de livres qu'on peut suggérer, outre celui que M. Guillermel Bayeniak vient de faire. Le temps file, il nous reste 4 minutes, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, il y en a une autre que je n'arrive pas à voir. Et on va essayer de me la lancer le plus rapidement possible. Mais si vous aviez un mot pour inspirer les gens à la littérature, dite africaine, dite connotation, en tout cas, je serais curieuse de vous entendre parler de ce que vous avez envie d'insuffler, en fait, Guillermel Bayeniak. Personnellement, enfin, je demanderais à tout le monde de ne pas se retenir, que ce soit des futurs auteurs ou des lecteurs, parce que, comme je dis, la littérature africaine reste quand même assez méconnue. Je crois qu'il y a beaucoup de pépites que l'on découvrirait si on osait. Donc, j'encouragerais tout le monde à oser, que ce soit le lecteur, que ce soit l'aspirant écrivain. Donc, oser, que ceux qui veulent écrire osent écrire, qu'ils les proposent et ce sera publié, que ceux qui veulent lire, mais qui hésitent, osent aller prendre un ouvrage d'auteur africain et le lire. Au pire, on le ferme si on n'aime pas ça. Je vous ai pas entendu? J'ai dit, au pire, on le ferme si on n'aime pas ça. Absolument, absolument. Mais je suis convaincu que dès qu'on aura pris le livre, là, on sera guichet jusqu'à la fin. Voilà. Les œuvres me le disent. Une fois qu'on commence, on n'a pas envie de le déposer. Ben ça, c'est déjà un très bon signe. Il y a une question dans l'assistance et il y a Dr Sedami Guidéou qui voudrait prendre la parole. Alors, on va lui laisser le micro pour quelques instants pour qu'elle puisse vous poser elle-même sa question. Pas de souci. J'espère qu'on va réussir. Ouais, je ne l'entends pas. Moi non plus. Bon, ben, pendant ce temps-là, j'ai trouvé la question de Dr Charlie Mbala qui, lui, se demande est-ce que la pandémie a affecté vos activités? La pandémie a affecté nos activités, peut-être, je dirais, de manière positive, s'il me pose la question dans le sens de l'écriture. Je crois que ça m'a permis d'écrire encore un peu plus. Et voilà, j'ai pu faire des corrections sur mon dernier roman qui va paraître en avril. Donc voilà, je vous l'offre en primeur. Mon prochain roman paraît en avril. Sur le plan littéraire, ça a eu ce coup d'accélérateur. Mais sur les autres plans, ouais, je dirais que voilà, j'ai pris un coup comme tout le monde, quoi. Donc je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà. Pour pouvoir poser votre question, docteur Sedami, il faut rafraîchir votre lien. C'est un peu ce qui se passe régulièrement quand les gens veulent parler et que vous n'êtes pas nécessairement autorisé à le faire. Faites un petit refresh. Ça devrait vous permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités de ce site Airmeet. Guy Armel Bayeniak, j'essaie de voir si on peut encore vous poser cette question-là par le docteur Guidéou, mais je ne le vois pas. Donc, pour l'instant, on va donc conclure. Et si elle peut se rendre à votre table pour pouvoir discuter directement avec vous, ce sera un plaisir de le faire. Guillermel Bayeniak. Prochain rendez-vous sur nos ondes ici à Radio-Canada au mois d'avril pour le lancement de votre prochain livre. Sinon, on peut toujours vous contacter et aller vous rejoindre dans cette session live pour la foire culturelle et virtuelle. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous parler. Je vous remercie et le rendez-vous est pris.
Le rendez-vous est pris et je vois donc qu'on continue donc cette foire. Il y a quelques minutes pour la prochaine thématique, mais restez des nôtres. Merci. Thank you. Je vous en prie.